The Hölderlin Fragment. Bon, une petite présentation tout de même. La suite figurera par écrit en dessous de la vidéo. Les leaders de Hölderlin s'éloignent de l'amertume, du cynisme et du désespoir d'Anacréon, en se centrant sur le souvenir et l'espoir. Alors que les chants d'Anacréon voient l'avenir comme continuation des misères passées, les chants de Hölderlin rappellent les joies et les peines passées comme source d'espoir pour l'avenir. Les Hölderlin Fragments sont le cycle le plus vaste du Hollywood Liederbuch. En 1943, le centenaire de la mort de Friedrich Hölderlin fut commémoré tant par la communauté des Allemands en exil que par les nationaux-socialistes en Allemagne. Hölderlin, poète allemand par excellence, mais aussi poète suprême de la culture socialiste. L'unification de l'héritage culturel de Hölderlin et du socialisme de Marx. Thomas Mann en 1921. Cette unification s'était réalisée avec le Front uni antifasciste. Eisler partageait avec Hölderlin l'utopie révolutionnaire, la douleur de l'exil et la révolte contre son époque. L'utopie de Hölderlin s'était tournée vers la Grèce, tout comme l'espoir d'Eisler vers l'Allemagne natale. Eisler a composé ses Hölderlin Fragments près de Los Angeles, s'attaquant simultanément à l'Allemagne de Hitler et au Hollywood de son exil. Les Hölderlin Fragments se rangent eux aussi dans l'art du souvenir. L'expérience de longues années d'exil a rappelé à Eisler la grandeur et l'humiliation de la nation allemande, de ce peuple malheureux. Il choisit les passages de longs poèmes qui lui semblaient importants et d'une utilité générale pour son temps et pour les temps futurs. À l'été 1943, après la bataille de Stalingrad, Eisler composa ses chants de sursaut national. Il disait en 1961, évoquant son attitude d'alors envers les Allemands, que cela faisait partie de la dialectique de l'artiste. Je me disais que quand je reviendrai, je leur dirai « Tas de salopards, mais j'ai quand même composé quelque chose pour vous. » Eisler toujours. J'étais installé à Hollywood. Financièrement, j'étais bien loti. Mais cela me contrariait que ces pauvres Allemands soient et étaient de tels salauds. La certitude qu'après le fascisme viendraient des temps meilleurs était son mobile essentiel. Toujours Eisler. Dans une société capable de comprendre et d'aimer de tels recueils de chants, il fera bon vivre, sans peur du danger. Ces morceaux sont écrits dans la foi d'un tel avenir. Que peut faire la musique parmi tant d'autres choses pour l'avenir? Cela peut aider à éviter une fausse richesse de ton. Même si Eisler n'utilise qu'une petite partie du texte de Hölderlin, ce qui reste lui permet de se concentrer sur le souvenir. Il regarde aussi vers l'avenir et, de son lieu d'exil, envisage un avenir pour sa patrie. Un avenir de promesses, d'une société et d'une culture reconstruite selon ses idéaux socialistes.
Le patriotisme cosmopolite et éclairé de Hölderlin, qui ne vise pas les pays étrangers, mais bien les structures d'autorité de son propre pays, a exalté les idéaux de la Révolution française. Eisler reprend ses vues en précisant qu'il ne se préoccupe pas de l'Allemagne de Hitler, mais d'une Allemagne passée et détruite où les Allemands sont des sacrifiés et où les exilés sont des subalternes d'un monde commercial. Sans renoncer à leur cosmopolitisme internationaliste, ils développèrent un patriotisme qui ressemblait à l'amour éclairé de Hölderlin pour la patrie. Un patriotisme dont le mouvement élégiaque est devenu obsédé en raison de la disparité entre l'idéal et la réalité. De ce patriotisme éclairé naissent les œuvres d'Eisler, des chansons visionnaires, d'une nouvelle ère de profonde turbulence sociale, de violence indescriptible, d'injustice et de nobles aspirations, donnant à Hölderlin la parole en plein milieu du XXe siècle.